Bonjour, mon invité aujourd'hui est Anne-Cécile Robert, directrice adjointe du Monde diplomatique, qui vient de publier Le défi de la paix aux éditions Armand Collin, remodeler les organisations internationales. Alors il y a tout un débat sur les organisations internationales, elles sont, le moins qu'on puisse dire, en difficulté aujourd'hui, mais généralement du fait de l'action des grandes puissances qui en sont les membres fondateurs. C'est le point le plus important à souligner, c'est que les attaques contre les organisations internationales viennent en ce moment surtout des États-Unis et de leurs alliés, et qu'on a au contraire, dans ce qu'on appelle le Sud global, plutôt un intérêt de plus en plus manifeste pour les organisations internationales, pas uniquement parce que ça se dit parfois pour les dénigrer pour des raisons économiques, parce qu'il y a l'aide au développement, mais parce que la plupart des pays du Sud, mais même aussi des grandes puissances comme la Chine, trouvent un intérêt aux organisations internationales comme forum de coopération sur toutes sortes de sujets, de l'intelligence artificielle aux océans, enfin vraiment une très grande variété de choses qui intéressent tout le monde. Et la Russie aussi s'essuie un peu les pieds sur les organisations internationales, de la Cour pénale internationale au Conseil de sécurité, où elle met souvent son veto. Les plus grands ennemis qui embêtent les organisations internationales sont effectivement les États-Unis et la Russie. Les États-Unis depuis toujours, parce qu'ils considèrent que l'ONU est leur chose et que quand l'ONU ne va pas dans leur sens, eh bien, ils se retirent, ils ne payent pas leurs cotisations, ils mettent leur veto. Et là, ils accélèrent leur critique parce que Israël est mis en difficulté. La Russie, c'est plus récent, c'est lié à un opportunisme, par exemple concernant la Syrie, et évidemment à l'énorme faute géostratégique commise en agressant l'Ukraine. Mais donc, tu distingues l'action de la Russie et de la Chine par rapport à l'ONU et par rapport en général au système international dont les organisations sont le fer de lance. La Chine est très militante de l'ONU, c'est-à-dire elle joue sur les deux tableaux. Elle a son propre système avec l'Organisation de coopération de Shanghai, sa banque de développement, les routes de la soie, et elle investit l'ONU, elle paye ses cotisations, elle paye même en avance, elle envoie beaucoup de fonctionnaires, elle investit tous les dossiers et elle a inscrit la défense de l'ONU et du système multilatéral dans ses axes diplomatiques, pas par attachement et par amour forcément des valeurs de l'ONU, mais parce que c'est un facteur de stabilité et que pour les Chinois, ce qui compte, c'est que l'ordre international soit à peu près stable, en particulier pour qu'ils puissent continuer à commercer et à Mhm. alimenter leur croissance. Mais parmi les grandes puissances, c'est sans doute avec la France le pays qui défend le plus l'ONU. Donc on n'a pas toujours cette image-là, parce qu'on a la perception d'une Chine agressive qui remet en cause à Hong Kong, à Taïwan, mais en termes, enfin les Chinois investissent l'ONU et essayent de changer le système de l'intérieur à leur propre avantage. Au moment où les États-Unis semblent un peu se retirer, où il y a un retrait, Trump a déjà annoncé qu'il se retirait de l'Organisation mondiale de la santé, on craint qu'il en fasse de même de l'UNESCO, voire de l'OMC, et donc il y a une sorte de jeu de vase communicant par rapport aux grandes organisations internationales entre les États-Unis partant et la Chine rentrante. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que dans ce jeu, les Chinois tentent de circonscrire l'ONU et le système multilatéral aux règles de base de la coopération fixée en 1945, c'est-à-dire qu'ils font tout pour bloquer tout ce qui concerne les droits de l'homme, les libertés fondamentales. Alors là, ils bloquent, ils mettent leur veto, etc. Enfin, leur veto, pas forcément au Conseil de sécurité, mais disons Oui. qu'ils bloquent toutes les mesures qui vont dans le sens des droits de l'homme. Et ils veulent une ONU qui régule, qui stabilise le recours à la force. Les Et États-Unis... surtout sans ingérence, c'est ça. C'est Voilà, que c'est ça. Charbonnier est maître chez lui. Voilà. Mm. Le principe de non-ingérence, c'est pour eux la pierre angulaire du système multilatéral, alors que les États-Unis et les Occidentaux ont tout fait pour pousser une forme d'ingérence au nom des valeurs, au nom des droits de l'homme, avec en particulier la résolution de 2011 sur la guerre en Libye, qui a justifié finalement une ingérence dans les affaires intérieures de la Libye au nom du principe de responsabilité de protéger, c'est-à-dire l'idée qu'il fallait protéger les Libyens de leur propre gouvernement. Sous-entendu, il peut y avoir des exceptions au principe de non-ingérence qui est inscrit dans la charte si les droits de l'homme sont en danger. Et cette logique-là, qui était portée par les Occidentaux, est considérée par une grande partie de la planète
et les Chinois en particulier, mais aussi les pays du Sud, comme finalement le paravent de l'impérialisme occidental, c'est-à-dire qu'on utilise les droits de l'homme, on utilise les grands principes pour en fait justifier des expéditions militaires qui correspondent à nos intérêts géostratégiques. Il y a une très grande division en fait entre le monde occidental et le reste sur ce point aussi, où nous présentons nous l'ingérence comme quelque chose de positif, un principe humaniste pour venir au secours de populations, et c'est vécu comme la récupération du droit des puissants contre les pays du Sud. Dans les pays du Sud, il n'y a pas de pays du Sud favorable à l'ingérence, qu'ils soient démocratiques ou non d'ailleurs. Ce qui est très important de rappeler, c'est que le principe de non-ingérence, c'était une revendication des pays du Sud, et notamment des anciens pays colonisés, qui avaient subi les conséquences de cet esprit des grandes puissances, qui trouvaient toujours un bon prétexte. Par exemple, les Anglais dans l'Empire ottoman pour sauver les femmes de la domination islamiste, les Français qui s'ingéraient au Niger pour abolir l'esclavage. Depuis toujours, les grandes puissances ont habillé leur visée impérialiste de grands principes liés aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Et finalement, dans le devoir d'ingérence qui a été porté par un certain nombre de personnalités occidentales dans les années 1980-1990, on retrouve cet esprit des interventions d'humanité qu'il y avait à l'époque de la colonisation, qui en fait justifie par des grandes paroles des options impérialistes et la défense vraiment cynique des intérêts. Et alors, est-ce que on constate quand même un recul du droit international qui a progressé pendant très longtemps, mais là, entre la guerre en Ukraine, la guerre sur Gaza et désormais au Liban, ce qui se passe dans de nombreux théâtres, est-ce que le droit international est en danger ? Alors, le droit international, comme tous les droits, repose sur une part de croyance et de vertu. C'est-à-dire que, et la charte de l'ONU est assez pragmatiste de ce point de vue, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas des grands États et des petits États, des grandes puissances et d'autres. Donc le but du droit international, c'est de canaliser la puissance, c'est d'apprivoiser la puissance en faisant le pari que les grandes puissances vont comprendre que c'est de leur intérêt bien compris, justement, de jouer le jeu et d'organiser le monde. Et c'est ce que font d'ailleurs les États-Unis en 1945. Ils auraient pu imposer une Pax Americana, ils étaient sur le toit du monde, ils avaient tous les moyens. Ils ont considéré malin de créer l'ONU, ils ont mis toute leur énergie, c'est même eux qui ont convaincu l'Union soviétique, qui n'était pas très enthousiaste de ça. Ils ont considéré que c'était plus intelligent d'avoir des structures qui canalisent, qui organisent, qui stabilisent le monde. Ce qui se passe aujourd'hui, qui était extrêmement inquiétant, c'est qu'on est en train de réhabiliter les logiques de puissance et les logiques de guerre, c'est-à-dire les grandes puissances commencent à se dire, bon, il y a les Russes, il y a les États-Unis depuis un certain nombre d'années, que finalement la guerre peut être un moyen de régler les conflits, finalement de se départager, de savoir qui est le plus fort. Alors qu'on avait réussi grosso modo, pendant 80 ans, à dire, bon, la guerre, c'est le dernier recours, et quand on a des conflits, on va essayer, grosso modo, de s'arranger, on va faire jouer le règlement pacifique des différends. Et depuis les années 90, de la faute principalement des Occidentaux, qui ont surjoué leur avantage après la chute de l'Union soviétique, on réhabilite la guerre comme un outil de règlement des différends, au détriment donc du règlement pacifique des différends. Et ça, c'est lié à ce que toi t'expliques très bien depuis longtemps dans tes bouquins, entre autres au fait que les Américains supportent mal d'être concurrencés par les Chinois, et qu'ils ont très peur du déclassement, et que cette peur du déclassement fait qu'ils sont prêts finalement à remettre en cause toutes les règles qu'ils ont eux-mêmes à bout de bras portées pendant très longtemps, et se dire, si c'est ça, on va voir qui est le plus fort, et comment voir qui est le plus fort, sinon par la guerre. Et tu dis dans ton livre qu'il y a un tournant, c'est 1999 et la guerre du Kosovo. Tu penses que c'est une étape importante de réhabilitation de la guerre dans les relations internationales? La guerre du Kosovo, c'est un tournant qu'on n'a pas forcément mesuré à l'époque. C'est le moment où, sans mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Alliance Atlantique va mener une opération contre la Serbie pour défendre le Kosovo qui souhaite son indépendance.
Sur la base de fake news, déjà, hein, le soi-disant plan fer à cheval que le Slobodan Milosevic, le président nationaliste serbe, aurait soi-disant ourdi pour faire une épuration ethnique au Kosovo, n'a jamais existé. Et on a validé les prétentions kosovares que quelques années avant, 2-3 ans avant, on considérait comme complètement farfelu. La grande commission présidée par Badinter sur les frontières en Yougoslavie n'avait même pas abordé la question du Kosovo, tellement elle était considérée, par rapport à d'autres, la Croatie ou la Slovénie, comme farfelue. Et donc les États-Unis et l'Alliance Atlantique ont instrumentalisé cette revendication du Kosovo pour justifier un recours non prévu à la force en Europe centrale et orientale, c'est-à-dire en se rapprochant de la Russie, en pénétrant l'ancien espace soviétique, probablement pour envoyer un message à Moscou pour dire le prochain chef du village, c'est nous. Et tout l'Occident a marché derrière ça, y compris la France. À l'époque, la Russie est trop faible pour s'y opposer. Mais depuis cette époque, surtout qu'on sait que cette guerre du Kosovo a eu des conséquences humanitaires très, très importantes, les fans de tennis ont peut-être remarqué le témoignage récemment de Novak Djokovic sur les bombardements de Belgrade. On n'a pas forcément mesuré le tournant parce que c'était une ingérence et une logique de puissance qui venait narguer la Russie, que ça allait frapper les esprits sur la scène internationale. Et la diplomatie russe et la diplomatie chinoise parlent régulièrement depuis des années du Kosovo, comme étant un dangereux précédent qui manifeste que les Occidentaux, finalement, ne s'intéressent au droit international que dans la limite où ça se favorise leurs intérêts et qui sont prêts à s'asseoir sur les dites règles. On parle beaucoup de la guerre d'Irak, de cette guerre illégale, mais la guerre du Kosovo n'était pas plus légale. Et l'OTAN, qui se présente comme une alliance défensive, a attaqué un pays alors qu'elle n'était pas ni menacée ni attaquée, qu'elle n'était pas en état de légitime défense et qu'elle n'avait aucun feu vert juridique du Conseil de sécurité. Tu ne crois pas si bien dire, Pascal, parce qu'on sait maintenant, parce qu'il y a eu des recherches, que le principe d'ingérence de la responsabilité de protéger, qui sera utilisé en 2011 en Libye, a été forgé au moment du Kosovo. C'est-à-dire que cette idée qu'on peut justifier la remise en cause de la souveraineté d'un État et qu'il peut y avoir des ingérences vertueuses, a été conçue au Kosovo, au moment de la guerre du Kosovo, et ensuite validée. C'est-à-dire qu'il y avait dans cette intervention, qui aura des échos ensuite, l'idée de faire évoluer l'ordre juridique international, de procéder finalement à une révision rampante de la charte de l'ONU. Or, il faut se rappeler que la charte de l'ONU, c'est un peu le contrat entre les grandes puissances. On ne peut pas la modifier sans consensus. Et ce qu'ont fait les Occidentaux, sous le leadership américain, c'est tenter, à partir des années 90, de réviser les règles de la charte, notamment les plus importantes, celles qui concernent le recours à la force. Et après, tout s'enchaînera, l'Irak, la Libye, etc. Et on est toujours dans ce marasme en ce moment. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, c'est que j'ai beau fouiller dans ma mémoire, je ne vois pas quelle est l'intervention militaire récente qui a réussi depuis la fin de la guerre froide. Je ne vois pas d'opération militaire, d'ailleurs légale comme celle de la France au Mali, ou illégale comme celle au Kosovo ou en Irak, ou légale au départ mais dont on change le sens en cours de route comme en Libye. Bref, pour ne pas parler de l'Afghanistan, qui était légal mais qui était un échec, dont aucune intervention militaire n'a réussi, et on continue de les développer. C'est assez paradoxal, à minima. Cette logique ne peut s'expliquer que par le théâtre que constitue la scène internationale, c'est-à-dire même si l'intervention rate, peut-être que les États qui les pratiquent estiment qu'ils en retirent des avantages. Même l'intervention des États-Unis en Irak en 2003 était catastrophique, ils ont tué 1 million de personnes, mais tout le monde se souvient que les États-Unis ont la capacité. C'est comme une démonstration de force, c'est comme un salon d'autopromotion militaire. Ça leur a coûté cher quand même, et en termes de prestige, financièrement, l'Afghanistan, 2000 milliards de dollars. Enfin, c'est vraiment... Alors, est-ce qu'ils y trouvent quelque chose, ou est-ce que simplement une sorte d'absence de réflexion globale et le fait de persister dans l'erreur ?
Alors il y a un peu de tout ça, et puis il y a aussi, parce que et ça a été le cas aussi en Libye, hein, ça sert de démonstration aux vendeurs d'armes. On montre quand même que les armes marchent, même si géostratégiquement ce sont des catastrophes. Il y a un manque de culture aussi très, très important, je pense, d'une partie des dirigeants qui croient vraiment qu'en tapant, boum boum, on va être accueilli parce qu'on tape soi-disant pour de bonnes raisons. Et ça, c'est aussi un oubli de l'histoire parce que, comme tu l'as rappelé, il y a, comme disait d'ailleurs le maréchal Lyautey, rien de durable ne se fonde sur la force. Et l'histoire a beau le prouver, on continue de faire ça en jouant à court terme. Alors tu parles beaucoup aussi de l'ordre basé sur des règles que tu distingues du droit international. C'est un peu le nouveau slogan. L'ordre basé sur des règles dont on ne voit pas tout à fait à quoi il correspond. Tu disais tout à l'heure, le droit international est en danger. Il est en danger parce qu'il est bafoué et qu'il est encore plus bafoué qu'il a pu l'être il y a quelques années. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il est bafoué de manière systématique, mais il est aussi bafoué intellectuellement, et c'est le rôle de cette expression ordre international fondé sur des règles qui se substitue petit à petit à l'expression droit international. Alors, les règles, c'est le droit international, ce sont bien des règles pourtant. Donc il y a quand même quelque chose qui cloche là-dedans. Exactement. Donc à qui le crime profite-t-il si les États-Unis, puisque c'est eux qui ont lancé ça, préfèrent parler d'ordre international fondé sur des règles. Sur leurs règles. Ouais, voilà, exactement. Plutôt que de droit international, c'est parce que le droit international, on sait ce que c'est. Il y a la charte de l'ONU, il y a des traités, il y a des tribunaux pour en vérifier l'application, la Cour internationale de justice, par exemple, tandis que l'ordre international fondé sur des règles, eh bien, il n'y a pas de définition, ça permet aux États-Unis et à leurs alliés de choisir ce qui leur convient dedans, et à partir de là, d'établir un rapport de force avec leurs adversaires en leur disant « vous ne respectez pas le droit international fondé sur des règles », ce qui dans le cas des États-Unis est une bouffonnerie totale, quand on sait que, par exemple, ils reprochent à la Chine de ne pas respecter l'ordre international fondé sur des règles, alors qu'eux-mêmes n'ont pas signé la Convention sur le droit de la mer de Montego Bay, la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale. Ils sont parmi les Occidentaux le pays qui reconnaît le moins de conventions sur les droits de l'homme. Mais ça fait partie d'une bataille idéologique. L'expression ordre international fondé sur des règles ne devrait pas être utilisée par ceux qui se prétendent amis de l'ONU et du droit international, comme les pays membres de l'Union européenne, parce que ça participe de la délégitimation du droit international et de la déconstruction de l'ordre international, parce qu'en fait, on ne sait plus quelles sont les règles du jeu. Ce qui fait que la période que nous vivons est extrêmement dangereuse et que j'ai voulu faire ce livre, c'est qu'on est en train de déconstruire ce qui est la base de toute société, y compris la société internationale, c'est-à-dire les codes, les règles du jeu. Aujourd'hui, on ne sait plus à quel jeu on joue. La seule règle, c'est qu'il n'y a plus de règles, et que donc on ne sait plus ce qui peut se passer, et on ne sait pas ce qui peut mettre un frein à la puissance. Cela étant, je pense que cette évolution n'est pas terminée, qu'on peut encore, ne serait-ce qu'en faisant ce type de conversation, en écrivant des livres et en parlant, essayer d'au moins tirer la sonnette d'alarme pour dire aux puissances européennes, et à la France en particulier, puis qui reste encore, malgré les manœuvres de ses dirigeants, une grande puissance, qu'on peut défendre le droit international et rappeler un certain nombre de règles. Il y a un combat idéologique, il y a vraiment un combat idéologique pour la défense du droit, alors. Voilà, c'est un combat politique, c'est un combat idéologique pour remettre un peu de raison dans tout ça, parce que les puissances déraillent, ça arrive régulièrement dans l'histoire, mais compte tenu de ce qu'on a vécu, notamment la Deuxième Guerre mondiale, tous les événements, on devrait avoir la mémoire de tout ça et être capable de tirer les leçons, de savoir où ça nous entraîne. Et nous, les Européens, qui avons vécu au moins 2 guerres mondiales, qui savons ce qu'est un continent ravagé, des crimes contre l'humanité, on devrait être les premiers à dire aux Américains et aux Russes, bon, va falloir se calmer maintenant. On a établi des règles parfaitement saines et intelligentes dans la charte de l'ONU. Il y a un chapitre 6 sur le règlement pacifique des différends. Utilisons-le et clarifions les règles du jeu. Mettons-nous autour d'une table pour restabiliser en faisant de la diplomatie, tout simplement. Il y a un clivage également contre lequel tu t'élèves, celui qui distinguerait démocratie et dictature, qui serait le nouveau clivage en relations internationales. Tu dis non, c'est simpliste comme approche. C'est une approche qui se développe et qui est extrêmement dangereuse et caricaturale, parce que c'est très difficile. D'abord, il y a 193 pays à l'ONU,
de les couper en deux et de dire il y a d'un côté les démocraties qui seraient vertueuses, de l'autre les régimes autoritaires et les dictatures. Les démocraties font la guerre, contrairement... Voilà, les démocraties font la guerre. Un pays comme la France, qui est une démocratie, vend des armes à des pays autoritaires. L'Arabie Saoudite qui découpe les journalistes comme Jamal Khashoggi dans les consulats à l'étranger. L'Égypte qui fait des guerres. Donc on ne peut pas vraiment dire que le clivage entre démocratie et dictature soit pertinent du point de vue du droit international. Il est pertinent du point de vue du droit interne. On est bien content, nous Français, de vivre, même si notre pays ne va pas très bien, dans une démocratie où on a des libertés. Mais sur la scène internationale, ça ne sert qu'à attiser les tensions en donnant des leçons de morale et en excommuniant finalement à bon compte des adversaires qui sont en fait des adversaires géostratégiques. Et surtout qu'on met dans le même paquet les pays du sud global, alors qu'il y a dans ces pays, et qui s'opposent à une domination occidentale du monde de façon différente que sont les uns et les autres, mais tu as aussi bien des démocraties que des régimes autoritaires. Le sud global n'est pas... Les mêmes qui disent que le sud global n'est pas un concept parce qu'il est divers, font une autre division idéologique totale entre démocratie d'un côté, qui seraient les pays occidentaux, et les autres qui ne seraient que des dictatures. Exactement, et on a reproché au secrétaire général de l'ONU de se rendre au sommet des BRICS à Kazan, oui. Alors qu'en fait c'est son boulot. Je veux dire, il dirige une organisation qui a 193 pays, donc de nature différente, et comme tu l'as dit, à l'intérieur des BRICS, on a des démocraties comme l'Afrique du Sud et le Brésil, des régimes autoritaires comme la Chine. On voit bien que c'est pas ça qui coordonne ce groupe, et ce qui est important, c'est de savoir ce que le groupe des BRICS signifie pour la stabilité mondiale, les règles du jeu international. Est-ce qu'ils sont un facteur de stabilité? Est-ce qu'ils sont un facteur de clarification des clivages internationaux? Ou est-ce qu'ils sont des fauteurs de troubles? Pour l'instant, c'est un groupe qui défend ses intérêts et qui sont plutôt au soutien des règles du jeu international. Alors, il y a quand même un facteur d'espoir dans ton livre. Tu dis la justice internationale, la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, tu y vois un facteur de progrès. Le pire ennemi dans les périodes comme la nôtre où on voit la guerre revenir partout, c'est la confusion. C'est l'incertitude sur la règle du jeu. Or, on voit que la Cour internationale de justice clarifie. C'est-à-dire, même si elle n'a pas la possibilité, elle n'a pas de police à sa disposition d'imposer à la Russie ou à Israël de respecter un certain nombre de règles, ces ordonnances et ces avis nous disent où est le droit. Donc ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas dire, comme je l'entends encore trop souvent sur les plateaux télévisés, que le droit n'est pas clair, que par exemple dans le cas de Gaza, Israël aurait un droit de légitime défense ou un droit de riposte. On ne peut pas dire ça, c'est pas vrai. En droit international, Israël n'a pas de légitime défense. Elle est puissance occupante à Gaza. Donc une puissance occupante n'a pas de légitime défense. C'est la Cour internationale a clarifié tout ça. Il n'y a pas de droit de riposte en droit international. Donc c'est extrêmement important d'avoir une instance qui nous dit le droit. Et c'est là qu'on voit que la bataille est politique, parce qu'il faudrait que les pays européens, des pays comme la France, s'emparent de ces décisions pour en parler, parce que je suis très étonnée, par exemple, que l'avis de la Cour internationale de justice du 19 juillet dernier sur les conséquences juridiques de l'occupation des territoires palestiniens par Israël, qui est un arrêt extrêmement clair, fasse aussi peu d'écho. Et même parmi mes confrères journalistiques, quasiment personne n'en a entendu parler. Et ça devrait être déjà le rôle des militants, mais des diplomaties, des chancelleries, de dire... qu'est-ce que vous faites, de dire aux États-Unis, aux grandes puissances, pour appliquer cet avis de la Cour internationale de justice? Donc il y a au moins, dans le rôle de la justice internationale, si elle n'a pas la possibilité d'aller chercher les dirigeants pour les mettre en prison, un rôle essentiel, crucial, de clarification du droit et des règles du jeu. Et on attaque beaucoup l'ONU, tu veux un peu la réhabiliter. Non, l'ONU n'est pas une immense bureaucratie, c'est pas uniquement de la bureaucratie, il y a des choses qui marchent quand même. Alors c'est vrai, il y a des aspects bureaucratiques qu'on serait bien en peine de nier, mais d'abord une partie de cette bureaucratie est liée au fait que, comme toute organisation internationale, l'ONU doit rendre des comptes, donc ça nécessite de la paperasse, mais indépendamment de ça, l'ONU travaille en permanence.
Alors il y a l'action humanitaire. En ce moment, le peu d'aide humanitaire qui rentre à Gaza, c'est le programme alimentaire mondial. Qui vaccine les enfants? C'est bien l'Organisation mondiale de la santé. D'ailleurs, il y a plus de 200 personnels de l'ONU qui ont été tués. Donc l'ONU travaille, remplit des missions extrêmement importantes. Il n'y a pas très longtemps, elle a adopté la première résolution mondiale sur l'intelligence artificielle qui parle de partage de technologies, de transfert de technologies, de lutte contre les discours de haine, et qui a tellement marqué les esprits que maintenant tout le monde veut faire des résolutions et qu'il y a des groupes de travail qui sont mis en place. Et là, tout le monde travaille, c'est ça qui est intéressant. Même les frères ennemis, les Chinois, les Américains, tout le monde travaille. Il y a eu aussi un grand traité sur la protection des océans. Et là aussi, groupe de travail, etc. Donc l'ONU remplit toutes sortes de missions. Et elle est encore peu ou prou un forum où même en matière de paix et de sécurité, il se passe des choses. Par exemple, le Conseil de sécurité, qui n'est pas d'accord sur le Proche-Orient, a nommé un émissaire sur le Soudan. Ils ont voté une résolution sur la Libye. Ils sont en train de s'occuper d'Haïti. Donc tous les jours, il se passe quand même des choses à l'ONU. Et c'est intéressant de voir que malgré le chaos, l'ONU continue à remplir son rôle de forum de coopération internationale. Donc il ne mérite pas toute cette indignité que, de façon assez facile et un peu quand même démagogique, on met sur l'ONU, quoi. Merci Anne-Cécile. Je renvoie donc à la lecture de ton livre « Le défi de la paix » qui vient tout juste d'être publié aux éditions Armand Collin.